Monsieur le Président de la Fédération, chers invités, je pense que nous allons commencer la conférence pour laquelle nous sommes là ce matin. Nous sommes là parce que la Fédération des associations ivoiriennes du Canada a bien voulu développer un thème économique en marge des festivités de la fête d'indépendance, le 50e anniversaire de la Côte d'Ivoire. Et nous voulons partager des expériences des uns des autres et puis des opportunités d'affaires en Côte d'Ivoire. C'est parce que en faisant une immigration, en réalité c'est une immigration économique que nous avons fait. Parce qu'étant au pays, plusieurs avaient déjà des postes, donc ils travaillaient. C'est pour chercher à améliorer leurs conditions que nous sommes venus ici. Et donc il faut que pendant que nous sommes là, nous nous donnons des moyens qui nous permettent de réaliser cet objectif-là. Et il est important de pouvoir le faire ensemble, parce qu'ensemble on est plus fort et on peut faire mieux. Donc c'est pour ça que des frères sont dégagés un peu de leur temps pour pouvoir partager des réflexions ensemble. Donc nous aurons un temps de présentation des trois présentateurs qui sont là. Et puis après, on va prendre les questions. Moi, mon nom c'est Benjamin Boé. Je suis président de l'amicale ivoiro-canadienne de Québec, AMIC. Je suis responsable de la commission conférence économique pour l'organisation de la fête d'indépendance. Et donc ce matin, moi je suis infirmier de formation. Voilà, et puis je fais mes premiers pas dans l'entrepreneuriat. Le premier intervenant, c'est M. Adama Oulaye. M. Adama Oulaye, il est diplomate, il est conseiller aux affaires économiques, sociales et juridiques de l'ambassade de Côte d'Ivoire au Canada. Donc, il est en même temps aussi le président de l'association des diplomates africains du Canada. Donc, c'est lui qui va prononcer la réflexion sur les opportunités d'investissement en Côte d'Ivoire. Okay. Après lui, on aura M. Aymon Stanislas. M. Aymon, il est enseignant de mathématiques de formation. Et pendant qu'il enseignait, lui, en Côte d'Ivoire, déjà, il était entrepreneur, il faisait de l'import. Donc, il importait des produits d'Amérique du Nord. Et étant immigré, arrivé ici, il a créé aussi sa structure qui est reconnue au niveau fédéral et donc qui fait des prestations de services variés. Donc, M. Aymon va donner aussi une partie de son expérience. Et lui, il parlera de l'entrepreneuriat au sein de la diaspora, enjeux et défis. Alors, on a tous envie d'entreprendre, mais ça prend des minimums. Donc, c'est de ça que lui va parler. Après lui, nous avons le frère Daouda Silla. Lui, il est beaucoup réservé. donc, je dirais simplement ce que je connais. Voilà, lui, il est analyste à Statistique Canada, à Ottawa, ici. Donc, lui, il va nous parler d'un projet d'élaboration du guide de l'Ivoirien au Canada. Donc, voici les trois thèmes sur lesquels nous allons réfléchir ce matin. Le temps étant déjà avancé, je vais donner la parole à M. Adama Oulaye pour nous faire la réflexion sur les opportunités d'investissement en Côte d'Ivoire. Merci bien, M. Poué. Je voudrais avant tout propos saluer déjà le président de la fédération et vous dire merci de nous avoir invités et d'avoir créé cette opportunité d'échange entre nous ici. Vraiment, c'est un plaisir pour moi d'être en face de vous, sachant qu'au Canada, on a une très bonne diaspora, une diaspora de qualité. Et je suis heureux, en tant que président des diplomates africains au Canada, de constater qu'à chaque réunion, on parle bien de notre diaspora. Et cela est salutaire. On parle bien de vous parce que vous avez de la qualité. Et puis, c'est une diaspora qui n'est pas en conflit avec les autorités canadiennes. On connaît d'autres diasporas qui sont beaucoup en conflit. Et je vais vous faire une révélation, c'est que la Côte d'Ivoire, au niveau africain, est devenue
le troisième pays au niveau touristique, c'est-à-dire le tourisme économique, le tourisme estudiantin et le tourisme d'affaires au Canada. On a beaucoup d'étudiants ici, on a des hommes d'affaires et entrepreneurs qui viennent de plus en plus, et puis on a des Canadiens aussi qui vont en Côte d'Ivoire. Et c'est pour cela, pour cette conférence-là, pour les opportunités d'affaires, j'ai décidé de baser mon intervention sur les 12 raisons qui peuvent pousser quelqu'un qui vit au Canada à investir en Côte d'Ivoire. Donc les 12 raisons pour investir en Côte d'Ivoire. Ces 12 raisons ont été motivées par le fait que la Côte d'Ivoire sortait d'une crise post-électorale. Tout le monde sait qu'on a connu une décennie en Côte d'Ivoire où ça a été des décennies difficiles. Et après cette décennie, elle s'est terminée par une crise post-électorale. Et au sortir de cette crise-là, notre pays avait beaucoup de difficultés. Heureusement que les fondamentaux de l'économie n'avaient pas été atteints. On a connu des pays qui ont mis beaucoup de temps et qui mettent encore du temps à se relever. Mais en Côte d'Ivoire, ce qui a été préservé, c'est que le tissu économique existait encore. Et cela a permis donc au pouvoir qui avait hérité donc de cette situation d'après-crise de pouvoir mettre un plan d'action pour amorcer le développement de la Côte d'Ivoire. Donc ce plan d'action-là est parti du fait que pour notre économie, on avait besoin qu'elle soit compétitive, à nouveau compétitive. Et que cela s'appliquait par le fait que on devait avoir des supports techniques. Et les supports techniques, c'est-à-dire, quand on parle de supports techniques, c'est des institutions qui peuvent venir vous accompagner dans votre élan de développement et attester que effectivement vous êtes sur la bonne voie. Pour cela, le gouvernement ivoirien a mis en place 2 plans. Ce qu'on appelait le plan national de développement. Le premier plan donc a commencé de 2011 à 2015 et le second plan de 2016 à 2020. C'est dans la seconde phase que nous sommes. Et cette phase-là a permis, donc la première partie, a permis de reconstituer notre tissu social et notre tissu économique. Après cela, il a fallu aboutir maintenant à la réalisation des objectifs. C'est ce que comporte le deuxième plan 2016-2020 qui a pour objectif de faire de la Côte d'Ivoire un pays émergent à l'horizon 2020. L'émergence, c'est un objectif. Certains diront, bon, on a commencé mais on n'est pas arrivé. Mais c'est un objectif. Mais ce qui est bien dans cet objectif-là, c'est que les structures qui sont amenées à évaluer notre émergence disent unanimement que la Côte d'Ivoire est sur la bonne voie. Le dernier rapport de la Banque mondiale a laissé entendre qu'il y avait des efforts à accomplir afin d'atteindre l'émergence. Sûrement, peut-être on ne pourra pas le faire en 2020, mais je suis sincère et je suis confiant que dans le deuxième quinquennat, non, le premier quinquennat après 2020, à l'orée de 2025, si nous soutenons les efforts, si nous sommes dans une cohésion de paix, si tous les Ivoiriens s'entendent, on pourra atteindre cet objectif-là. Donc, pour aboutir à ces objectifs-là, je vais vous présenter les 12 raisons qui vont nous amener en tant que pays à pouvoir attirer les investisseurs, notamment les investisseurs canadiens. La première raison, c'est que la Côte d'Ivoire est un pays jeune, mais qui a une population qui compte
nous avons 23 millions d'habitants au dernier recensement. Peut-être c'est plus, mais officiellement, nous avons 23 millions d'habitants pour 322 000 km², sachant que le ratio habitant au kilomètre carré est acceptable pour la Côte d'Ivoire. Quand on sait que le Canada a 35 millions d'habitants pour plus d'1 million de kilomètres carrés. Ce qui veut dire que notre population n'est pas négligeable. Et c'est une population qui peut être un atout donc, pour cette émergence-là, pour le développement et permettre donc aux investisseurs de venir investir. La deuxième raison, c'est qu'on a une population jeune. Plus de 60% de la population ivoirienne est jeune, ce qui nous permet d'avoir de la main-d'œuvre abondante et des bras valides pour soutenir donc notre développement, donc pour soutenir les aspirations des investisseurs. Il y a des pays qui sont en développement, mais qui sont développés, mais qui ont des problèmes de main-d'œuvre. Ça ne se pose pas en Côte d'Ivoire. On a de la main-d'œuvre en quantité et en qualité. Le troisième facteur, c'est le taux de croissance. Il faut dire que depuis 2012, la Côte d'Ivoire a connu un fort taux de croissance, ce qui faisait de notre pays, en 2012 jusqu'en 2013, le deuxième pays de croissance élevé en Afrique après l'Éthiopie. Aujourd'hui, nous sommes passés à la troisième place avec 7% de croissance. Ça, c'est les chiffres de cette année, 7% de croissance. Cela est dû aux aléas que vous savez tous, des facteurs d'abord économiques et par la mévente donc, de nos produits de base, le cacao qui a connu une chute drastique, le prix du cacao, ce qui a affecté notre économie, et puis les différents remous sociaux qu'il a connus au pays, que le pays a connus, notamment au plan militaire. Donc ça a ralenti la croissance, mais néanmoins, 7%, c'est l'une des fortes croissances en Afrique. Après cela, on a le taux d'inflation, l'un des plus bas en Afrique, parce qu'en matière d'économie, lorsque un pays maîtrise son inflation, ça montre que ce pays-là peut faire des projections et n'est pas soumis aux aléas ou aux impondérables, parce que l'inflation, c'est l'un des facteurs qui détermine l'économie d'un pays. Si votre inflation n'est pas maîtrisée, ça veut dire que votre économie est constamment en fluctuation. On connaît des pays en Afrique qui vivent ce phénomène-là. Et le quatrième point, c'est qu'aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est une classe moyenne émergente. Pourquoi il faut insister sur la classe moyenne émergente? Parce que généralement, c'est cette classe-là qui a le pouvoir d'achat. Donc, vous ne pouvez pas créer des industries, vous ne pouvez pas créer des sociétés quand vous saviez que vous ne pouvez pas avoir des débouchés ou des ventilations de votre production. Or, aujourd'hui, la Côte d'Ivoire a une bonne classe moyenne qui lui permet d'avoir un pouvoir d'achat élevé, du moins plus qu'acceptable. Vous venez du Canada et si vous implantez un McDo en Côte d'Ivoire, ça va marcher. C'est des exemples, je prends. Vous implantez un hamburger, ça va marcher. Parce qu'il y a une bonne classe moyenne. Le deuxième facteur, c'est l'élément de positionnement. Sur ce facteur, je vais passer rapidement parce que chacun sait. La Côte d'Ivoire est une destination stratégique pour l'investissement parce que on a une porte d'entrée en Afrique de l'Ouest. Et cela est dû au fait que la Côte d'Ivoire a deux atouts. Je vais revenir dessus. Quand on parle de porte d'entrée, on a d'abord le port et on a l'aéroport. Les efforts ont été faits pour améliorer les infrastructures aéroportuaires. Ceux qui sont allés en Côte d'Ivoire récemment ont vu que quand vous rentrez dans le pays ou bien quand vous sortez du pays, l'aéroport est devenu, notre aéroport est devenu sécurisant et est en sécurité. Le seul exemple que je prends, c'est que quand vous accompagnez même votre voyageur, vous voyez dans quel compartiment on vous confine et on permet par exemple, dès que vous rentrez,
d'aller vous faire votre enrôlement, et puis, enregistrement, et puis de partir tranquillement. Ce qui n'était pas le cas avant. Avant, vous rentrez à l'aéroport d'Abidjan, vraiment, moi j'y vais toujours, mais les derniers passages, j'ai vu que c'était important. Et puis le port, qui est devenu l'un des ports les plus importants, nous allons arriver. Et ça fait que la Côte d'Ivoire arrive à rentrer donc dans ce domaine-là pour les investisseurs, les infrastructures, le marché communautaire et le marché sous-régional. Quand vous arrivez en Côte d'Ivoire, que vous vous installez, vous avez une ouverture sur tous ces marchés-là. Et le troisième élément, ça va être les opportunités économiques que la Côte d'Ivoire présente. La Côte d'Ivoire présente beaucoup d'opportunités pour les investisseurs. Au niveau de la production déjà, vous savez tous en tant qu'Ivoiriens que la Côte d'Ivoire est premier producteur mondial de cacao, troisième producteur de café, deuxième producteur mondial de noix de cajou. On est passé premier maintenant au niveau de la noix de cajou. Premier exportateur mondial de l'huile de palme, premier portonnier africain et premier producteur africain de caoutchouc. Au plan minier et minéralier, la Côte d'Ivoire possède dans son sous-sol de précieux minéraux dont l'exploitation ne fait que démarrer. Que si vous êtes dans le domaine du mine, vous pouvez dès demain aller en Côte d'Ivoire, créer votre société, pas créer, immatriculer votre société et puis demander un permis d'exploitation. Si vous avez la chance d'obtenir un jugement avec votre permis d'exploitation, vous allez l'exploiter. Aux conditions qu'on va voir plus tard, qui sont beaucoup plus favorables pour les investisseurs. En plus de cela, on parle des infrastructures. Notre pays a des infrastructures de qualité. On dépose de 3 aéroports, Abidjan, Yamoussoukro et Bouaké, qui ont des standards d'aéroports de grand niveau. À Abidjan, comme à Bouaké, comme à Yamoussoukro, les grands porteurs peuvent atterrir. La preuve, vous voyez qu'à Abidjan, on est le deuxième pays en Afrique qui accueille la A380. Ce gros porteur de Airbus qui n'atterrit pas sur tous les aéroports parce que demandant beaucoup de commodités d'atterrissage et de décollage. C'est un avion qui fait plus de 500 places. Ça fait que ça demande beaucoup de trucs. En plus de cela, au niveau maritime, donc, on dispose de 2 grands ports. Le plus grand port, c'est celui d'Abidjan, qui est le deuxième port d'Afrique, après celui de Johannesburg. Après le port d'Abidjan, on a le port de San Pedro, qui est le premier port d'exportation de matières premières agricoles en Afrique. Parce que 70% du cacao ivoirien transite par ce port-là, avec le café qu'on produit et les autres matières. La Côte d'Ivoire aussi présente un meilleur réseau routier. En tout cas, en ce qui concerne l'Afrique de l'Ouest, on a un très bon réseau routier avec plus de 80 000 km de routes bitumées. Et cela permet de voyager. Il y a des efforts à faire et les efforts sont en train de faire avec la construction de l'autoroute Yamoussoukro-Bouaké. Et puis, la construction de la route du Nord qui va aller jusqu'au Burkina en passant par le Niger. Le système bancaire, c'est ça, vous êtes d'accord avec moi qu'on a un système bancaire qui est développé. Cela est parti d'abord des succursales des banques, des grandes banques de renommée internationale. Après cela, il y a eu nos banques même, des banques nationales qui se sont développées. Et avec la présence donc de la BAD et de la bourse des valeurs, ça fait que la Côte d'Ivoire est une plateforme financière et un lieu où les transactions se font plus facilement et en sécurité. La Côte d'Ivoire aussi offre un réseau de télécommunications développé. On avait 7 opérateurs, on en a éliminé 3 parce qu'on voulait des opérateurs fiables. Il reste 4 opérateurs qui, aujourd'hui, vous allez en Côte d'Ivoire, vous avez la 4G. Ce qui était vraiment une bonne technologie appréciable.
la main-d'œuvre de qualité, je l'avais dit plus haut. On a une main-d'œuvre très jeune, on a de bonnes écoles de formation qui forment une main-d'œuvre de qualité. La plupart de nos étudiants qui ont fait, par exemple, l'ENH-HB sont des étudiants qui ont de la grande valeur. La preuve, au dernier concours pour entrer à Polytechnique en France, la Côte d'Ivoire, en Afrique, sur 35 candidats admis, la Côte d'Ivoire avait 11. Ce qui prouve que notre niveau de formation est après. 11 qui sont sortis des écoles de Yamoussoukro pour aller à Polytechnique. Donc ça, c'est un atout majeur. Un investisseur qui vient dans le pays, le premier élément qu'il regarde, est-ce qu'il peut avoir de la main-d'œuvre sur place? Et l'État fait des efforts en ce sens qu'au niveau de la formation, on a tous les niveaux de formation. Que ce soit, vous avez besoin de plombiers, vous arrivez en Côte d'Ivoire aujourd'hui, vous voyez des plombiers qui sont sortis des écoles professionnelles. Récemment, la cité collégiale d'Ottawa est allée en partenariat avec la Côte d'Ivoire pour former 500 techniciens des réceptifs hôteliers. Parce que voilà un secteur qui commence à avoir du boom et il y avait un déficit en personnel. Donc aujourd'hui, cette formation-là livre au lycée professionnel d'Abidjan, au lycée hôtelier et professionnel d'Abidjan. La sécurité, c'était l'un des éléments vraiment qui agaçait les investisseurs, mais je pense que, nous savons que les efforts ont été faits, nous sommes passés de niveau 4 à niveau 1 au plan sécuritaire. C'est vrai, en 2011 et en 2012, il était difficile de circuler à Abidjan sans se faire agresser. Aujourd'hui, vous pouvez circuler. Les indices de sécurité, c'est qu'aujourd'hui, les voyages de nuit ont repris. Tous ceux qui ont fait la Côte d'Ivoire savaient que vous pouvez prendre le car pour aller à Boaké, pour aller à Man, la nuit, à l'époque. Même au moment, c'était arrêté. À cause des coupeurs de route. En tout cas, tous les dangers qu'on pouvait rencontrer. Mais récemment, j'étais en Côte d'Ivoire. Moi-même, j'ai voyagé la nuit à ma voiture. Je suis allé jusqu'à Man. Je n'ai rencontré aucun espoir. Ce qui veut dire que l'indice de sécurité s'est beaucoup amélioré. Et on cherche toujours à renforcer cela. Mais le deuxième indice de sécurité pour les investisseurs, c'est d'abord, est-ce que, au niveau des litiges et de conflits, si j'ai un problème, je peux être en sécurité. Et je pense que l'un des éléments qui ont renforcé l'adhésion des investisseurs étrangers, c'est la création des tribunaux de commerce. Aujourd'hui, vous avez un problème, vous n'avez plus besoin d'aller devant un tribunal administratif. Il y a un tribunal de commerce, il y a une cour d'appel de commerce. Vous attrayez votre vis-à-vis devant ce tribunal-là et on règle le litige. Après cela, vous voyez que l'un des éléments aussi pour combattre, pour sécuriser l'investissement et mettre l'investisseur en confiance, c'est surtout, est-ce que si je vais investir, je ne serai pas confronté à la corruption. On a créé la haute autorité de la bonne gouvernance qui, depuis, a commencé à travailler et aujourd'hui, ils sont arrivés à répertorier les biens des personnes qui sont en relation avec les deniers publics. L'objectif, c'est de justifier que si vous avez un immeuble, votre revenu vous permet de payer ou bien de construire cet immeuble-là. Autrement, vous serez en conflit avec la loi. Donc après la sécurité, qui est un facteur pour l'investissement, on a le code d'investisseurs, des investissements en Côte d'Ivoire. Ce code a une petite histoire, c'est qu'au moment de sa rédaction, on a deux codes dont les Canadiens ont participé à la rédaction. Il y a le code des investissements et puis il y a le code minier. Les experts canadiens qui sont reconnus au monde au niveau des attractions de rédaction pour les codes d'investissement ont participé à cette rédaction-là et ce code-là a produit beaucoup d'exonérations. Donc, les exonérations au niveau des impôts, ça c'est normal, je dis c'est important,
L'exonération au niveau des impôts sur les bénéfices industriels et commerciaux ou sur les bénéfices commerciaux, les exonérations de patentes, les exonérations de contributions foncières sur la propriété bâtie. Ça, c'est pour la création de nouvelles entreprises. Hein. La réduction de 40 à 50% des droits de douane sur les équipements, les matériels et le premier lot de pièces de rechange. Ça veut dire que si vous avez investi en Côte d'Ivoire, par exemple, dans l'automobile, dans la construction automobile, tous les intrants que vous faites venir, vous avez ces exonérations là-dessus. Une exonération de TVA pour les premières années et l'investisseur peut avoir aussi d'autres exonérations au niveau fiscal, surtout quand son entreprise est en phase d'exploitation durant les 5 premières années. Ce qui fait que vous arrivez en Côte d'Ivoire, vous êtes inscrit au CPC, vous créez votre industrie, vous avez droit à toutes ces exonérations pour vous permettre d'avoir une bonne assise en vue d'entreprendre vigoureusement. L'élément suivant, c'est le guichet unique. Sur ce guichet unique, il faut dire qu'avant, pour créer une société, pas pour créer, pour immatriculer une société, parce que c'est vous-même qui créez votre société, vous devez l'immatriculer. Pour immatriculer votre société, vous aviez tout un parcours de combattant à faire. Mais aujourd'hui, on est arrivé au stade qu'en 48 heures, d'abord, vous pouvez le faire en ligne, et puis aller maintenant déposer les pièces physiquement. En 48 heures, au niveau du guichet unique, vous avez ce qu'on appelle les agents de justice pour vous faire le registre de commerce sur place. Vous avez les agents d'enregistrement des impôts pour enregistrer votre société, pour vous créer ce qu'on appelle un compte contribuable. En plus de ça, vous avez les autres structures de commerce et autres qui, déjà, en 48 heures, vous avez tous vos papiers, vous êtes installés, vous savez quel nombre d'impôts vous devez payer, vous savez ce que vous devez faire. Ça empêche ce qu'on appelle au niveau de la corporation des chantages ou des pots de vin et autres. Parce qu'au sorti, vous avez un papier, enfin pas un papier, vous avez des documents qui prouvent quel est le cheminement que vous devez suivre, ce que j'ai dit plus haut, pour vous permettre d'asseoir votre entreprise et d'être en paix. Parce que l'un des facteurs limitants de création ou de fluctuation des entreprises en Afrique en général, c'est qu'il y a trop de bâtons. Les commissions par ici, les 10% insensés, tout ça fait que quand un entrepreneur arrive, généralement beaucoup jettent l'éponge et puis disent bon, ça c'est pas un pays fiable. Donc c'est ça qu'on veut éviter avec la création du guichet unique. Maintenant, la Côte d'Ivoire, effectivement, avec tous ces efforts, la Côte d'Ivoire est devenue ce qu'on appelle un pays réformateur. Et on ne le dit pas comme ça, c'est parce qu'on s'inscrit à un programme qu'on appelle le Doing Business, qui est un référentiel de la Banque mondiale, qui évalue chaque année la réglementation applicable au niveau de la création des entreprises ou au niveau des entreprises du secteur privé. Et le dernier Doing Business qui date de l'année passée nous a fait rentrer dans les 10 pays les plus réformateurs au monde. En Afrique, on est le 3e pays le plus réformateur. Ce qui veut dire qu'on progresse et que nos efforts sont en train d'être payés. Après cela, je vais arriver au cas canadien. Pourquoi un Canadien d'origine ou d'adoption, ou un Canadien tout court, ou un membre de la diaspora qui a une résidence, enfin, qui a une résidence permanente au Canada, peut aller investir en Côte d'Ivoire les yeux fermés? C'est parce que depuis 2014, en marge de la conférence la francophonie à Dakar, on a signé cet accord-là, qu'on appelle l'accord de promotion et de protection des investissements étrangers. C'est un accord qui vous permet, quand vous investissez en Côte d'Ivoire, malgré, c'est vice-versa, hein, que vous investissez en Côte d'Ivoire ou un investisseur ivoirien vient investir au Canada, malgré les soubresauts qu'il peut avoir dans le pays, vous avez toujours ce qu'on appelle
un retour sur investissement. Ça veut dire, demain, il y a un coup d'État en Côte d'Ivoire, vous avez investi 500 millions par la filière officielle. Hein. Je ne dis pas, vous allez faire une transaction souterraine avec un magouilla et vous a bouffé 500 millions. Ça, l'État ne sera pas là. Mais par la filière officielle, vous êtes passé par CPC, vous avez créé votre entreprise. On sait qu'on a fait une commission rogatoire, on a fait, comme on appelle, l'appel d'offres, on vous a donné un marché, vous avez investi dedans et puis il y a un coup d'État. Parce qu'il y a beaucoup d'investisseurs qui ont perdu dans cette rue. Il y a un coup d'État où il y a un facteur aléa qu'on appelle par exemple les intempéries. Mais votre investissement, le capital que vous avez investi est préservé. Ça devient une dette pour l'État de Côte d'Ivoire comme ça devient une dette pour l'État du Canada. Donc cet élément qui est le 11e élément est spécifique au Canada, c'est pour ça qu'on a mis spécifique pour le Canada, est un facteur qui doit inciter tout Canadien à aller investir en Côte d'Ivoire, les yeux fermés. Je dis bien dans la filière officielle. Si vous restez au Canada, que vous envoyez 2 voitures de luxe, et puis il y a un magouilla qui vous trompe en Côte d'Ivoire là-bas, ah, ça l'État ne peut pas vous rembourser. Par contre, vous êtes parti créer votre entreprise en Côte d'Ivoire d'import-export de voitures. Vous l'avez mis là, vous avez, comme on appelle, tous les papiers. Et puis un jour, la pluie vient, ça gâte vos voitures. L'État est en mesure de vous dédommager. En tout cas, pour ce que vous avez investi. Et ça, c'est cet accord-là que vous pouvez trouver sur le site de les affaires étrangères du Canada. Les 2 versions sont dessus, française comme anglaise. Pour ne pas dire que le monsieur est venu nous raconter des histoires. Vous cliquez Affaires étrangères Canada, vous cliquez l'accord là, appuyeux, ça va sortir. Vous aurez le temps de lire. C'est un document qui fait une 40aine de pages. Si on veut passer à le lire ici, ça va. Mais il est bien explicite, il est sur ce site. Le dernier élément qui permet aux Canadiens d'investir en Côte d'Ivoire, c'est que depuis 2015, la Côte d'Ivoire fait partie de ce qu'on appelle les marchés globaux du Canada. Le Canada a ciblé en Afrique 7 pays où ils autorisent en priorité à leurs investisseurs d'aller investir là-bas. Parce qu'ils estiment que selon des critères, c'est des pays fiables. Et pour cela, la Côte d'Ivoire fait partie de ces pays-là. Ce qui fait qu'aujourd'hui, nous sommes devenus une destination privilégiée pour les industries ou alors pour les sociétés canadiennes. En ce qui concerne les gros investissements, les premiers investisseurs dans les mines en Côte d'Ivoire sont les Canadiens. Les premiers investisseurs dans la prospection pétrolière sont les Canadiens. Le bloc litigieux entre la Côte d'Ivoire et le Ghana actuellement, la société qui a fait cette découverte-là est une société canadienne, Andover. Ils sont à Calgary. Et donc, la partie ivoirienne sera exploitée par cette société-là. Bien entendu que la grande partie, on a perdu le litige, appartient aujourd'hui au Ghana. Mais comme le pétrole n'est pas limité, celui qui crée rapidement peut pomper même le pétrole de l'autre. Oui, parce que ça aide dans le sous-sol. Je vous remercie, c'est sur cela que j'arrête mon réponse.